Mohamed, alors, avant l'explosion, et puis on avait déjà des problèmes d'Internet, on avait des problèmes avec les médias, et aujourd'hui, un autre problème criard qui s'invite dans notre panier de problèmes, c'est la pénurie qui s'est installée suite à l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Aujourd'hui, quel est votre regard sur la situation socio-économique de notre pays et quelles sont les solutions qu'on pourrait trouver pour sortir de cette phase qui, pour nous, est quand même assez unique dans l'histoire de notre pays, hein. Vivre un enchaînement d'événements comme ça, ça faisait longtemps que le Guinéen n'avait pas subi ou assisté à tout ceci. Oui. En fait, la situation économique est très difficile en ce moment. Nous connaissons une inflation, les prix augmentent du fait de l'explosion du dépôt de carburant. Il y a de la spéculation. Ceux qui arrivent à trouver le peu de carburant l'achètent au marché noir à un prix exorbitant. Ils répercutent sur leur service. Si c'est un transporteur bonbonna, ils répercutent sur son prix. Il y a eu un accord entre syndicats et gouvernement pour stabiliser le prix. Le gouvernement disant qu'il n'augmente pas d'abord le prix du litre du carburant à la pompe. Donc aux syndicats de sensibiliser leurs adhérents à respecter les tarifs préalablement fixés avant cela. Donc toujours est-il que cela est arrivé dans un contexte quand même difficile, il faut le rappeler. Et la coupure d'Internet quand même cause un désastre dans le domaine du numérique. Ça fait des pertes importantes. Nous, par exemple, n'arrivons pas à tenir des meetings par Zoom. Des réunions Zoom. Voilà, des réunions Zoom. Tout ce qui se passe par streaming, là, on n'arrive pas à le faire. Même les échanges interbancaires. Hein. Oui, alors voilà. Alors, ce que l'on n'a pas compris jusque-là, c'est la réduction du débit d'Internet quand même est un problème sérieux. Parce que ça impacte totalement l'économie. Aujourd'hui, tous les secteurs d'activité tournent vers le numérique. Ouais. Voilà, on essaie d'avoir des outils numériques, on a des data centers ici qui correspondent avec des data centers à l'étranger. On a des multinationales qui font du reporting au jour le jour. Les opérations bancaires, par exemple, les opérations pour certaines entreprises sont reportées dans leur maison mère instantanément. Et les paiements, même à la Banque centrale, se font par système RTGS. C'est vous dire que le numérique est central dans l'économie aujourd'hui. Si. Quand on réduit la bande de cette façon, je n'imagine même pas. Il faut une étude pour évaluer la perte qu'on cause à l'économie. Et le nombre d'entreprises qui sont fournisseurs d'Internet. Voilà, parce que c'est un produit, Internet. Voilà, exactement. C'est une perte énorme pour ceux-ci. C'est une perte pour tous ceux qui ont du commerce en ligne. Et il y a combien de PME aujourd'hui qui ont leur modèle économique basé sur cela et qui sont impactés. Donc, en somme, le carburant, quand même, alors vient gâter tout le reste. D'accord. Parce que ça, c'est un produit stratégique qui se retrouve dans tout. Aujourd'hui, ceux qui doivent faire la récolte, on est en période de récolte de riz. Certains n'ont pas fini, alors qu'il y a manque de carburant. Le fait de ne pas servir dans les bidons, ça fait que ceux-ci ne peuvent pas alimenter leur motopompe pour arroser, d'autres pour les moissonneuses, batteuses, etc. Donc tout cela va peut-être causer quelques retards dans... Beaucoup de retards parce que tout à l'heure je venais et il y a un communiqué de Orange qui est tombé qui annonçait à sa clientèle, je me permets de le lire puisqu'ils sont sponsors ici. Orange Guinée vous informe que depuis quelques jours, les difficultés sur la disponibilité de l'énergie, carburant, électricité entraînent une perturbation sur le réseau à Conakry et dans certaines régions du pays. Orange Guinée tient à rassurer l'ensemble de ses clients que ses équipes techniques travaillent en étroite collaboration avec les différents fournisseurs de services afin de continuer à délivrer un service de qualité. Orange Guinée s'excuse des désagréments éventuels causés et vous remercie une fois de plus pour vos compréhensions. Alors Aïchou, il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où vous vous arrêtez, vous ne comprenez pas à un moment donné, vous êtes en communication et hop, tout se coupe. Donc c'est l'effet carburant aussi, parce que oui. les pylônes, les satellites tournent au groupe électrogène, et le groupe électrogène, c'est le gasoil, c'est l'essence. Effectivement, comme vous dites. En fait, moi, je voudrais bien dit, mais je voudrais revenir sur la première autorité du pays, parce que, excusez-moi du terme, on n'est vraiment pas en politique, mais si la première autorité du pays, l'une des premières autorités, c'est-à-dire le porte-parole du gouvernement se lève et dit en griffe, l'Internet n'est pas un droit.
Ça fait aujourd'hui près de 2 mois que nous, les jeunes Guinéens, c'est-à-dire que ce soit start-upers, que e-commerce, partout aujourd'hui, on n'a pas d'Internet. Dioma Media est le premier média impacté parce que nous, on a été coupé carrément d'Internet et on sait comment est-ce qu'on fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement, selon vous, selon votre analyse et ce que vous voyez autour de vous, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a pour ambition de rétablir cette connexion Internet pour que le jeune Guinéen, en fait... Question pour deux, mais peut-être Barry va se jeter sur la réponse. Merci beaucoup. Merci à Dioma. Et nous avons une crise actuellement et l'Internet fait partie qui alimente vraiment la crise. Ça fait quelques semaines, voire des mois. La connexion, elle est très faible ou absente. Et n'oubliez pas que l'Internet, à côté de ce que mon prédécesseur vient d'énumérer, le côté économique, il y a aussi un côté social extrêmement important. Si vous voulez aujourd'hui appeler facilement à l'étranger avec l'Internet, c'est plus facile et plus favorable. Et moins cher. Le coût, il est moins cher. Mais quand vous faites un appel direct, ça coûte beaucoup plus cher. La connexion dans les réseaux sociaux, et c'est très favorable. Donc, quand nous revenons à l'Internet, il y a non seulement un côté économique, mais aussi il y a un côté social. Mais revenons aux causes d'abord. Qu'est-ce que le gouvernement a évoqué pour des questions de sécurité nationale? On a pour le moment coupé l'Internet. C'est vrai, le gouvernement a le droit de couper pour des questions de sécurité nationale, mais aussi c'est un devoir pour l'État de régler ou de résoudre toutes les questions relatives à la sécurité nationale pour rétablir l'Internet le plus tôt possible. Donc si l'État a cette volonté, il dispose énormément de moyens pour résoudre ces questions relatives à la sécurité nationale, pour pouvoir donner le droit à la population de vivre avec l'information et avec l'expression. Parce que vous savez que c'est un plein droit pour la population d'avoir la liberté d'expression. Quelque part, l'Internet favorise cette liberté d'expression à travers les différents canaux d'information et de communication. Et sur le côté économique, c'est déjà évoqué, mais rassurez-vous que nous perdons des milliards par jour. Il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises aujourd'hui qui évoluent avec la connexion Internet. Et nous, les enseignants-chercheurs, par exemple, nous utilisons énormément la connexion pour nos différents travaux. Et aujourd'hui, tous les secteurs de la vie, quelque part, d'une manière ou d'une autre, utilisent la connexion Internet. Donc, le couper d'un seul coup, c'est des pertes énormes. Une étude parle d'ailleurs de 100 milliards de pertes par jour. Par jour. Donc, c'est énormément pour l'économie guinéenne. À côté de l'Internet, n'oubliez pas que même des écoles aujourd'hui sont connectées avec cela et c'est utile pour les différentes activités. Le gouvernement lui-même communique sur Internet. Bien sûr. Ben voilà, les canaux digitaux du gouvernement, du président de la République lui-même, quand il veut passer des messages, quand il veut nous informer des différentes visites qu'il a, c'est sur sa page Facebook, président Mamadi Doumbouya. Exactement. Donc je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, quand on a subi l'explosion, je pense que soulager le peuple serait peut-être de libérer Internet pour permettre aux familles de se joindre et d'avoir des nouvelles des uns et des autres du pays, parce que c'est à travers Internet qu'il y a eu la levée de fonds et l'élan de solidarité. C'est Internet qui a permis ça. C'était tellement spontané qu'aujourd'hui, le gouvernement doit avoir un œil comme quoi la jeunesse, elle est là pour elle. Parce que, en fait, c'est parti de cet élan de solidarité jusqu'à ce que les gouvernements se lèvent elles-mêmes. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, aujourd'hui, le carburant. On est tous impactés. Quel est aujourd'hui le danger, pas à long terme, à court terme, par rapport à l'augmentation des denrées alimentaires sur le marché? Sur le marché, si ça ne l'est déjà. Oui, si ça ne l'est déjà. Pour quelques-uns. Pour quelques-uns, oui. Les grands marchés qui approvisionnent Conakry, c'est de l'intérieur on amène les produits frais sur les marchés de Conakry. Après l'explosion, on a arrêté toute circulation d'abord, ni la vente de l'essence. Après, on a tiré la sonnette d'alarme pour dire non. En fait, il ne faut pas que l'activité économique s'arrête. Il faut libérer le gasoil. On a réquisitionné pour certaines sociétés minières qui sont là pour approvisionner en priorité EDG, gasoil et fioul lourd, et la SEG pour alimenter les centrales en carburant pour ne pas qu'on ait de coupure de courant. Bon, ça aussi, ça a un inconvénient parce que des sociétés comme la SAG sont à l'arrêt parce qu'ils n'ont pas de fioul lourd. Voilà, ils s'arrêtent un moment et quand on connaît sa taille,
avec tous ces sous-traitants, c'est un danger qui guette à ce niveau. Et des pertes énormes. Et des pertes énormes en termes de ressources fiscales. Parce qu'aujourd'hui, et l'explosion est partie quand même, vous voyez toute la cité chemin de fer. Toutes les entreprises qui étaient là s'attendent à être dédommagées que de se voir réclamer les impôts. Alors moi, j'allais poser la question, justement, on a des compagnies d'assurance. Je suppose que cette cité qui est gérée par le patrimoine bâti, vous allez terminer votre propos tout à l'heure, est quand même assurée. Très certainement. On a affaire à... Parce qu'il y a trois choses, on fait la part des choses. Les installations de la SGP appartiennent aux marketeurs Total, Shell et d'autres. Donc ce consortium-là va se constituer... Le carburant qui a brûlé appartient à la SONAP. Ouais. Oui. Oui. La cité appartient à l'État à travers le patrimoine bâti. Ceux qui y logent. Donc, il va y avoir une enquête pour voir. Et dans d'autres pays, on a l'expérience d'un accord transactionnel parce qu'après, l'État s'entend avec l'assureur. Le sinistre est tellement... Ou le réassureur, parce que les assureurs ici ont fini de manger l'argent. Hein. Donc, ils comptent sur les réassureurs. Voilà. Donc, ils vont se voir faire un accord transactionnel pour dédommager ceux qui ont perdu quelque chose dedans. Ouais. Et c'est vous dire quand même que l'économie restera durablement impactée par ce fléau. C'est pourquoi nous n'avons pas aujourd'hui, on n'a pas nous-mêmes la capacité de nous relancer. Et d'évaluer les choses. L'État doit pouvoir conjuguer avec les partenaires, faire appel à des institutions spécialisées, décréter l'état de catastrophe. Il y a des instruments communautaires au niveau de la CEDEAO, par exemple, qui permettent de débloquer des fonds d'urgence pour aider les pays touchés par des catastrophes. Cette explosion s'assimile à ce qu'on a vécu sous Ebola, à ce qu'on a vécu avec Covid. Son impact sur l'économie, c'est que ça va nous impacter quelques 2 à 3 points de croissance. Selon nos estimations propres, ça veut dire que c'est important. Et beaucoup de contribuables vont partir avec. Et l'État se doit de tout faire pour mettre une mesure de soutien à l'économie. Des mesures d'accompagnement. Alors, cette mesure, selon vous, c'est quoi la mesure d'accompagnement que l'État doit mettre dès maintenant? D'accord. Justement, pour compléter à ta question, moi, je sais qu'au niveau de Al Bayrak ou au niveau de l'autre port, on est en train de nous construire une sorte de nouveau hangar pour permettre à ce qu'il puisse y avoir de nouveaux pipelines pour une distribution rapide et un retour à la normale. C'est déjà un pas. Voilà, on a visité les J'avais des images que j'ai mis dans le groupe hier vite fait là pour permettre à ce que... voilà. Donc, on est en train de faire des installations pour permettre déjà... Exactement, de pouvoir dépoter à partir de la mer et charger sur les camions ici. À partir de cette zone. Voilà, le tronçon qui amène les pipelines du dépôt de Coronti vers les autres a été endommagé sur une trentaine de mètres. Donc on répare ceci, on met d'autres installations pour les mettre. Et comme c'est des hydrocarbures, le niveau de sécurité requis est élevé. Donc on fait en sorte que ce soit ça. Par moment, un plan d'urgence, on s'approvisionne à partir de la Sierra Leone, c'est plus proche. Une fois sur le territoire national, on dispatche un peu, comme mesure d'urgence. Et après, comme la SONAP a des tankers avec son fournisseur qui arrive, l'important c'est que ces tankers puissent accoster ici ou à Kamsar. Parce que c'est les deux ports qui peuvent faire qui peuvent soutenir avec la et à Kamsar, c'est la CBG et la capacité, c'est pour l'utilisation de la société elle-même. Donc nous, on va être vraiment à flux tendu. Quand ils mettent le gasoil là-bas, on prend, on distribue. Le temps que 1, 2, 3 mois, les choses se stabilisent et que des infrastructures comme ça soient opérationnelles. Et après, il faut repenser maintenant toute la politique d'approvisionnement en gasoil. Nous importons pour 100 millions de dollars d'hydrocarbures par mois. Par mois. Oui. Aujourd'hui, je veux dire, en fait, en termes de statistiques, on sait par exemple en Guinée combien est consommé en carburant, c'est-à-dire en essence, en gasoil, dans chaque station-service, en moyenne. Ce qu'on peut estimer, c'est la sortie du dépôt. La sortie du dépôt était estimée environ à 1200 mètres cubes pour l'essence, 2500 pour le gasoil et 3000 et quelques pour le fuel lourd. Donc 120 camions d'essence. Si on estime les 1200, on a environ 120 camions de 10 000 litres là qui sont
qui doivent servir tout le monde. D'accord. Il nous faut une rotation de 100 camions comme ça. D'accord, puisqu'on est sur le carburant, hein, alors qu'il n'y a pas que le carburant, il y a Internet, il y a la censure des médias, hein, donc c'est tout un impact social. Moi, je posais cette question à Barry. Aujourd'hui, c'est en appelé justement au sens élevé et patriotique des uns et des autres, parce que l'État fait l'effort de ne pas augmenter le litre de carburant dans les pompes et de trouver des stations qui puissent permanemment servir les populations, même s'il y a encore des fils dans beaucoup de stations-service, dans presque toutes d'ailleurs quand vous passez, mais c'est la spéculation sur le marché qui franchement n'aide pas aussi les citoyens qui n'ont pas forcément un automobile ou une moto ou un tricycle. Merci beaucoup. Sur cette question relative au carburant, je pense qu'il y a un point qui vient avant, c'est les enquêtes de l'État. Il y a eu catastrophe, l'explosion a causé énormément de dégâts. Aujourd'hui, on se pose la question, ceux qui ont été victimes, qui est assuré, qui n'est pas assuré. Ouais. On est en train de mesurer l'ensemble des dégâts. Et il y a une enquête en cours. L'État doit faire des efforts pour trouver rapidement les causes de cette explosion et les présenter au peuple. Publiquement au peuple. Pourquoi? Parce que si ça retarde, les gens vont continuer à donner des raisons qui ne sont pas officielles à faire des interprétations qui ne sont pas forcément favorables à la stabilité et la quiétude. Et deuxièmement, il faut savoir que le carburant est une ressource essentielle et élémentaire pour le fonctionnement normal de la vie. Quand vous prenez aujourd'hui, beaucoup de villes ressemblent à des villes mortes. Pourquoi? Parce que les activités ne tournent pas normalement. Et à côté de cela, quand vous prenez le transport à plusieurs niveaux, interurbains par exemple, les conducteurs ont augmenté le prix. Difficilement, ils trouvent du carburant. Et ils passent beaucoup plus de temps à chercher du carburant qu'à travailler. Un taximètre m'a dit qu'il a fait 3 jours à la station pour avoir 25 litres. Et c'est sa consommation journalière. Donc, à côté de ça, au niveau du transport urbain, pour le moment, c'est stable. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des clients dans les véhicules. Ils ne peuvent pas spontanément augmenter comme ça. Et il faut aussi savoir que le carburant est utile pour la stabilité de la vie. Quand vous prenez aujourd'hui les denrées alimentaires de première nécessité, il y a approximativement à plusieurs niveaux une hausse. Pourquoi? Parce que quand c'est lié au transport, les gens augmentent forcément le prix et ça impacte la population, ça impacte le peuple à la base. L'essentiel, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de mesures d'urgence. On salue ces mesures d'urgence. Il y a la Sierra Leone qui est là, qui nous accompagne. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, la France. Il y a le Sénégal, il y a la France, etc. Mais il faut aussi savoir que la population s'est vraiment réveillée. Avec cela, il y a un acte positif. C'est quoi? C'est cette solidarité au niveau national et international. Et la Guinée, la devise, c'est travail, justice, solidarité. Depuis les événements, cette catastrophe, il y a eu une solidarité, une chaîne de solidarité extrêmement importante où toutes les entreprises, toutes les organisations, les ONG ont répondu, eux ont apporté quelque chose de nature ou de lucratif. Grâce à Internet aussi, qui a été grâce à Internet, grâce à Internet bien sûr. Et je reviens rapidement pour terminer. Aujourd'hui, on a, au niveau de l'école, je veux faire allusion à l'école, il y a eu une fermeture encore pour une semaine. Et il y a d'autres qui pensent que la raison elle est liée à la crise du carburant. Mais si vous analysez un peu, vous allez vous rendre compte, peut-être c'est une raison. Il y a des raisons sécuritaires. Mais quand on continue à fermer l'école, ça va aussi impacter d'autres sous-secteurs qui sont liés. Alors moi je posais la question hier, est-ce qu'en une semaine, puisqu'on reprend l'école lundi, est-ce que ce pourquoi on a pris cet écart-là sera résolu lundi, d'ici lundi? Peut-être. Mais à côté de ça, il y a des enseignants qui vivent parce qu'ils ont des heures de cours à gauche, à droite. Et s'ils font une semaine déjà, n'oubliez pas qu'au mois de décembre... Non, mais il peut y avoir école et que l'enseignant n'ait pas le transport pour aller à l'école. Ça, c'est sûr. Bon, selon nos informations, un pont a été mis en place avec la SONAP, un comité de réflexion qui a pu la primature pour gérer tout cela, a discuté avec les autorités sierra-léonaises. Donc, un approvisionnement constant cette semaine. D'accord. Pour vraiment alimenter le plus de stations possible ici et dans le Grand Conakry. D'accord. Pour permettre une reprise rapide des cours dans les universités, dans les classes. Et je vous dis, la perte est
impacte la population directement. Hein. Mais dans le secteur minier, c'est énorme. Quand on sait que c'est le poumon de notre C'est économie. le poumon de notre économie, c'est un tiers de nos ressources budgétaires. J'ai vu un communiqué passer où on exonérait voilà, les sociétés minières, par exemple, comme SMB, comme GAC, comme plusieurs sociétés. Cela est dû à quoi? Peut-être par rapport à leur accompagnement sur cette crise, ou c'est l'État guinéen qui a simplement décidé... Pour soulager un peu, parce qu'ils devaient normalement, en fait... Non, en fait, c'est un document, c'est les dépenses fiscales qui sont examinées au CNT. Ils ont fait un rapprochement entre ce que dit le Code général des impôts, le Code minier, avec les conventions signées avec ces sociétés-là. Maintenant, vous savez, pour évaluer un projet minier, il faut d'abord faire la balance. Il faut connaître quel est le régime qui lui est applicable. Est-ce qu'il est dans le régime général? Dans ce cas, c'est le Code minier, le Code général des impôts qui lui est applicable. Donc l'impôt sur les sociétés, il paye, TVA, il paye, ceci, il paye. Mais quand il est dans un régime dérogatoire, il a une convention, lors des négociations, l'État cède une partie, la société aussi cède une autre partie. La difficulté dans cela, c'est que les projets en question, vous prenez la SMB, elle vient en 2014, on sort de Ebola. Les gars payent 100 millions de dollars de tickets d'entrée. Le ticket d'entrée, c'est-à-dire... Qui leur permet d'exercer sur le territoire. Exactement. Voilà. Vous avez le permis. Et ça, on n'en fait pas cas aujourd'hui. C'est que quand vous parlez d'exonération d'un côté, il faut revenir sur la genèse des contrats, savoir dans quel contexte ils ont été discutés. C'est en cela que sereinement on peut... Alors, il n'y a pas que les miniers. Non, pourquoi je le dis... Dernière question sur les miniers. Non, pas forcément. Je veux dire, par exemple... C'est cette exonération, et je ne sais pas si je le dis bien, cette exonération, cet argent en fait qui pouvait servir peut-être à reconstruire cette cité chemin de fer, à reconstruire, mais à aider la population, on pouvait quand même tordre un peu la main aux sociétés parce qu'elles savent qu'en fait, nous sommes dans, comme vous l'avez dit... L'État a des partenaires au développement qui vont l'aider. Les sociétés sont asphyxiées par la fiscalité guinéenne en ce moment. Je ne suis pas économiste, mais c'est moi qui te le dis. Et j'étais assis dans un bureau où on me parlait de fiscalité et de l'État qui était en train de demander des taxes et des taxes et des taxes à n'en pas finir à ces compagnies-là qui, elles aussi, ont les mêmes problèmes que les citoyens normaux. Alors, où part cet argent? Voilà. L'hémorragie continue puisque les médias aussi sont censurés et les médias sont ceux qui permettent de véhiculer l'information pour calmer le peuple. Oui, et ça, ça a un impact énorme. Il y a pas, les entreprises de presse, nous avons une compétition qu'on organise, on a même fait une catégorie qui est consacrée à la presse. C'est vous dire qu'aujourd'hui, la presse est une industrie à part. Vu le nombre de personnes que vous employez, vu votre valeur ajoutée, il n'y a pas que les débats politiques. Je peux comprendre qu'il y ait des restrictions. Ça se discute. Du moment qu'il y a une loi sur la L002, si on n'est plus d'accord, on dit, bon, telle émission politique, telle émission, il faut censurer. Vous appelez les patrons de médias, on est en période de transition. C'est une période critique en soi. Donc, les esprits sont chauds, il faut les apaiser un peu, il faut calmer le langage, le ton, etc., que de mettre sous... Que de verrouiller, quoi. Si vous le faites, vous privez des pères de famille de sources de revenus, vous envoyez beaucoup de gens à la rue, vous fermez un potentiel contribuable, vous renvoyez une mauvaise image du pays. Et vous écartez un partenaire qui vous aide dans votre communication, votre communication publique. Oui, bien sûr. Et regardez, aujourd'hui, nous vivons une crise. Et je pense que l'État peut faire des efforts pour diminuer un peu, pour soulager un peu sa population. Il y a les médias censurés. Si l'État fait un effort à ce niveau, on peut indexer quelques émissions politiques, les censurer, c'est mieux, mais donner une liberté d'expression à ce niveau. Le second élément, c'est quoi? Vous avez vu, le carburant impacte beaucoup de secteurs. Aujourd'hui, dans la ville de Conakry, il y a plusieurs quartiers qui n'ont pas de l'électricité la journée. Et rappelez-vous que dans quelques jours, la Coupe d'Afrique va démarrer. Et la Guinée, c'est une population qui suit énormément le sport. Qui adore le football. Qui adore le football. Et le pays fait partie de la compétition. Donc, ça veut dire qu'on ne le souhaite pas. S'il y a coupure pendant ces matchs, ça peut créer d'autres tensions. Et troisièmement, il y a l'école qui est fermée. Il y a beaucoup qui vivent autour de l'école. Il y a des milliers de services qui fonctionnent parce que l'école est là. J'ai un monsieur qui m'a dit, ça fait quelques semaines, je ne fais pas la photocopie, je n'ai pas de la dépense pour ma famille. C'est difficile. Alors, à côté de ça aussi, il y a la connexion qui est coupée. Qu'est-ce que l'État peut faire
avec ces 3 à 4 différents éléments que j'ai énumérés pour soulager un peu sa population, en attendant des solutions rapides. Est-ce que l'État entend les cris de cœur de sa population? Est-ce qu'on remonte à l'État ou on remonte à qui? Le droit, les pleurs et les cris du peuple? Donc, le mieux, c'est c'est l'impact de tout ça, là, comme sur le revenu des individus, mais également les revenus de l'État lui-même. La coupure d'Internet coûte énormément à l'État. Je n'ai pas les estimations exactes en ce moment-là. Et si vous voyez l'impact du carburant, les médias, surtout le fait que les médias, ce n'est pas que pour parler. Ouais. Les médias sont un vecteur qui régule. Ouais. Et qui sensibilise aussi. Hein, voilà. Parce que là, ce qu'on est en train de faire depuis 19h00, là, c'est de sensibiliser le peuple. Hein. On est d'accord, les gars. Il n'y a personne qui a parlé mal du président ici. On est en train de dire aux gens d'être patriotes, de vendre le carburant à son prix normal, de soulager. Parce que rien qu'à regarder ce que vous dites, il y a de l'espoir. On se dit, ça va aller. Exactement. Et le peuple a besoin qu'on lui dise que ça va aller. Quand il y a eu les explosions, qu'est-ce qu'on demandait? Un discours du président. Oui. Pourtant, ce n'était pas un discours remède. Oui. Mais le peuple avait besoin d'entendre son chef. Oui. Il faut, à un moment donné, et c'est ça le rôle des médias, on est d'accord. Question. Oui, question. Aujourd'hui, par exemple, nous, on est censurés. Par exemple, aujourd'hui, les médias qui ont été censurés, par exemple, Joma, peut être aujourd'hui un moyen pour le gouvernement guinéen de diffuser les matchs, parce qu'en journée déjà, EDG a dit... Non, la RTG le fait déjà. Non, ils ont le droit d'image. Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette crise, est-ce que le gouvernement ne peut pas penser, je ne dis pas à long terme, peut-être à court terme, par rapport à cette CAN qui pointe, parce qu'elle commence dès lundi, avec le match de la Guinée, qui va se jouer d'ailleurs à 15h. Quand ça va se jouer quand? À 15h, le lundi. Le lundi? Le lundi. Ah, d'accord. Donc, en plein jour... Voilà, en plein jour, à 15h. D'accord, il n'y a pas de problème. Le gouvernement ne peut pas vraiment être flexible pour que les gens, parce qu'en journée, il n'y a vraiment pas de courant. Parce que moi, j'habite à Sangoya, il n'y a vraiment pas de courant en journée, mais la nuit, il y a le courant. Ouais, mais d'ici lundi, peut-être que le gouvernement prendra des mesures. Est-ce que... Pour qu'il puisse y avoir... Jusque-là, nous sommes en train de conjecturer. Ouais. Moi, j'aurais souhaité que le gouvernement communique de façon explicite pour dire voilà les raisons peut-être aux heures des matchs, on pourra donner des courants dans restreint les médias. Et qu'on appelle les patrons des médias qui s'asseyent et discutent. En fait, la Guinée appartient à nous tous. Personne ne souhaite que ce pays brûle. Tout le monde veut véhiculer des messages de paix, des messages de sensibilisation. On est, comme je dis, la période de transition est très fragile. Très, très fragile. Les équilibres sont fragiles, politiques, économiques, sociales, etc. Donc, chaque acteur est appelé à prendre ses responsabilités, y compris les médias. Quand vous dites aux médias, écoutez les gars, ne donnez pas la parole à ceux qui peuvent faire des messages de haine, des messages de tension, etc. Je suis sûr que les patrons de médias que je connais comprendront et vont se conformer à cela. Quand il y a eu Covid, les médias ont dispensé des cours ici aux élèves à la télé. À la télé. C'était une contribution. Maintenant, là également, moi j'appelle le gouvernement au dialogue franc avec les responsables des médias, toutes les corporations réunies pour leur dire, écoutez, les gars, voilà, on joue carte sur table. Il faut baisser la tension. Il faut baisser la tension. Voilà pourquoi est-ce qu'on nous a demandé exactement. De faire ça. Et voilà, on vous libère, mais vous aussi, faites ça. C'est pour le bien de la nation. Je suis sûr que ces gens sont patriotes et le fait. Ils font déjà assez de sacrifices. Et puis au-delà de tout, camarade, les médias, ce n'est pas de l'aumône. Hein. C'est des entreprises. Ils régissent sous le régime guinéen qui payent des fiscalités, qui payent des fréquences, qui payent des taxes, qui payent du courant, qui payent de l'eau, qui paye des salaires, qui paye à la Caisse nationale, qui paye à la CNPS. Donc, c'est des contributeurs aussi. Donc, moi, je pense qu'il faut, comme vous l'avez dit, l'État est plus fort. Il faut discuter, il faut appeler tout le monde à la table et il faut permettre à ce que tout le monde contribue à ce que la crise passe et qu'on puisse justement avancer, comme le disait hier le ministre des Affaires étrangères sur la télévision nationale. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Vous avez forcément des messages. Oui, bien sûr. Et vous avez compris, j'ai énuméré un certain nombre de crises. Et qu'est-ce que l'État peut faire pour résoudre un certain nombre, même si ce n'est pas tout à la fois. À court terme. Notamment à court terme. Notamment si vous prenez les médias. Oui. On peut discuter avec les patrons des médias et donner une certaine liberté pour que les médias continuent à fonctionner. Deuxièmement, il faut penser à quoi?
à trouver de l'électricité comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement qui commence bientôt, la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. Et c'est important de donner cette chance aux Guinéens. Et on sait que quand on n'a pas le courant, on sort pour revendiquer, c'est on clair. casse. Bien sûr. Donc déjà qu'on n'a pas de carburant, si vous cassez les voitures, c'est pas bon. C'est compliqué. Donc, donner la liberté aux médias, c'est de participer aussi à cette rediffusion, etc. Merci. Et troisièmement aussi, il faut penser à l'école. L'école, c'est un secteur aujourd'hui qui... Vous perdez beaucoup, hein. Vous avez beaucoup parlé de l'école. Hein. On sait que cette partie-là vous touche énormément. Hein. Ça me fait trop mal parce qu'il y a des écoles qui sont dans des quartiers. Hadji Adiatou Bari à Wanindara, une école où tous les élèves sont dans le quartier à côté de l'école, tous les enseignants sont là-bas à côté de l'école. Ils peuvent travailler même s'il n'y a pas de carburant. Et quand vous prenez l'école, il y a combien de milliers de personnes qui vivent grâce à l'école? Donc c'est énorme. L'État peut donner une chance à l'école, l'électricité, les médias. Et l'Internet aussi. C'est des questions de sécurité nationale concernant l'Internet. Mais pendant 2 mois, c'est énorme. Ils peuvent faire des efforts pour donner la chance aux personnes d'utiliser Internet parce que ça libère. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui sont au chômage technique en ce moment. Dû à tout ceci, on n'a pas parlé. Effectivement. Certaines compagnies minières, sociétés, certaines institutions internationales. Du domaine du numérique, etc. Et le climat social qui pèse fait que nous perdons des notes. Parce que les pays sont évalués, notés par le niveau de risque que ce pays. La Guinée a été déclarée d'ailleurs pays à risque. Voilà, et tout à fait. Infréquentable. N'oubliez pas, au-delà du message, techniquement, ça se répercute sur la note du pays. On dit que les investissements en direction de la Guinée sont découragés par cette note-là. Donc, l'État doit pouvoir rassurer. Ça, qu'il n'y ait pas d'investissement en Guinée, peu importe. Ce n'est pas que le gouvernement qui perd, c'est aussi la population et les gouvernants. Et nous qui sommes gouvernés avons tous intérêt à nous mettre ensemble. Mais eux, comme c'est les pouvoirs publics, ils sont encore plus à même de nous inviter pour dire écoutez, baissons de tension. On va casser les choses. On va casser les choses, que chacun se calme pour que les enfants puissent aller à l'école. Le peu de carburant, il ne faut pas qu'on fasse les Silla. On joue au Silla. Il va dire, je prends 25 litres ici, je prends 25 litres ici, je stocke 25 litres à la maison. Il ne faut pas le faire comme ça. C'est clair. Il faut permettre que chacun ait un peu pour que chacun puisse sortir. Puisque à Conakry, on vit au jour le jour. Quand quelqu'un ne sort pas pour chercher de quoi vivre, il se retrouve bloqué. Et même la quiétude dans la cité, il y a une joie de vivre qui a disparu. Il y a une ambiance bon enfant qui est partie. Voilà, parce que effectivement. quand vous jonchez les rues au volant, vous avez pitié des fils que vous voyez dans les stations. Vous vous dites la cité a perdu de sa superbe. Hein? On dirait qu'on est dans une ville bombardée. Après c'est Sili qui joue lundi et il n'y a pas d'engouement. Avant, c'était les drapeaux sur les antennes des voitures. On sentait la ferveur. On était content, on était joyeux. Tout le monde est triste. Quand vous saluez quelqu'un, vous dites, je ne peux pas te répondre parce qu'il y a eu l'explosion. Quand vous parlez d'argent, on ne peut même pas décrocher l'appel. Tout le monde est stressé. D'autres même dorment plus chez eux parce que le bailleur les attend au carrefour. C'est compliqué. Hein? Monsieur le Président, aidez-nous. Nous sommes vos enfants. Ayez pitié de ce peuple. Nous sommes Guinéens aussi. Voilà. Merci les gars. Merci d'être passés. Merci. Voilà. Merci. On n'a pas nos photos parce qu'on n'a pas Internet. Mais Lims trouve une solution. À demain. Au revoir.